Bonjour Amayad, Bonjour. merci d'être notre invitée, ancienne ministre bien sûr, et puis aujourd'hui vice-présidente de l'UDI, des centristes et vice-présidente du Parti radical, et l'une des rares à avoir rencontré à plusieurs reprises Nelson Mandela. Vous avez été touchée par la cérémonie d'hier? Oui, touchée parce que une centaine de chefs d'État sont venus lui rendre hommage. Sa mort a été un choc universel et le deuil a été universel. Et donc la cérémonie devait être universelle. Et je crois que cette mobilisation internationale était à la hauteur de l'engagement immense qu'a été la vie de Nelson Mandela. Donc j'ai été à la fois émue et en même temps impressionnée, évidemment, parce que des hommes comparables à Nelson Mandela au XXe siècle, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Alors, le président américain a parlé de géants politiques, mais dans son discours qui a fait sensation, il a aussi mis en garde ceux qui pouvaient éventuellement se trouver dans le stade, quelques chefs d'État africains, par exemple, qui pourraient ne pas respecter l'opposition ou les droits de l'homme dans leur propre pays et qui se retrouvaient réunis autour de Nelson Mandela. Oui, on aurait pu craindre dans ces moments de consensus que le discours d'Obama ne disent pas grand-chose, ou si ce n'est des affirmations générales. Et il a eu le courage, sans doute parce que c'est un deuxième mandat pour lui, un dernier mandat, effectivement, de quelque part faire la leçon à Par exemple, au certains président qui étaient là. Mugabe, par exemple, on peut penser à lui, qui n'était pas très loin, même s'il a été très Oui. applaudi. Oui, Mugabe a été applaudi, ça ne m'a pas étonné. Lorsque j'étais à l'anniversaire de Nelson Mandela, son 90e anniversaire en 2008, je peux vous dire que le portrait de Mandela dans ce lycée français Jules Verne de Johannesburg trônait en bonne place, de Mugabe, pardon, trônait en bonne place, tout comme Castro et tant d'autres qui, au fond, sont controversés certes aujourd'hui, mais ont été des fidèles Oui. de Mandela à l'époque où il était Oui, en parce qu'ils ont prison. résisté à la colonisation, aux colons, Exactement. mais pas forcément Et fait respecter les droits de l'homme dans leur propre pays. c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution ensuite. C'est-à-dire qu'ils ont été aux côtés de Mandela quand il était en prison, quand il était dans la lutte armée, quand il se battait contre l'apartheid. Et puis, c'est vrai que Mandela leur a rendu hommage à plusieurs reprises. Et puis, eux, dans leur pays, effectivement, ils ne respectaient pas les droits de l'homme. Et c'est en ce sens que le message de Barack Obama était très fort. Et certains ont dû se sentir, effectivement, dans leurs petits souliers. Qu'est-ce qui vous avait marqué en rencontrant Mandela, vous? La simplicité de l'immense homme qu'il est. C'est-à-dire que je l'ai rencontré d'abord à Paris, en 2007 à l'Élysée, lors d'une visite privée, en très petit comité, avec le président Sarkozy, le Premier ministre Fillon à l'époque, Bernard Kouchner et puis Jean-Marie Bockel. Et à cette occasion, il m'a fait beaucoup rire parce qu'il m'a pris pour une Sud-Africaine, donc il m'a parlé dans la langue de son pays. Et lorsque le président Sarkozy a dit non, non, elle est française, et là il a lancé, mais dites-moi, la France a bien changé. Il faisait la référence au fait que certains de ceux qui étaient à l'époque là, aux commandes, effectivement, n'étaient pas toujours auprès de Mandela. Et puis il m'a invité à cette occasion, à son anniversaire. Oui. Et la simplicité m'a frappée parce que c'était au lycée français Jules Verne, comme je disais, à Johannesburg. Et nous étions, lui, moi, grâce à Machel, sa femme, l'ambassadeur de France en Afrique du Sud, Denis Péton, son épouse aussi, et puis les enfants, voilà. Et il y a des centaines d'enfants partout. Ouais. Et c'était simple, chaleureux, et on était côte à côte à couper le gâteau. Ouais. Voilà, j'ai aimé. La France intervient aujourd'hui pour la paix en Centrafrique. Est-ce que vous diriez, comme Jean-Louis Borloo, qui préside l'UDI à vos côtés, que la France reste un nain politique dans le monde ? Je dirais que c'est l'Europe qui est un nain politique, parce que c'est le silence de l'Europe qui frappe. La France n'arrête pas d'intervenir seule. Qu'il s'agisse de la Libye, qu'il s'agisse du Mali et aujourd'hui de la Centrafrique... C'est pas la faute de la France, Sarah Mayad. C'est pas de la faute de la France, mais enfin, on pourrait se demander si M. Hollande a une capacité de conviction auprès de nos partenaires européens, mais l'Europe, il y a un problème européen sur la politique étrangère, évidemment. Ça me frappe. Ce dont M. Hollande est responsable, c'est quand même de solliciter l'armée à ce point, ces hommes de devoir qui ne contestent jamais rien, qui font ce que le pouvoir politique leur demande, qui vont risquer leur vie, comme on vient de le voir tout récemment avec la mort de 2 de nos soldats dans ce pays, et dont il baisse le budget militaire, puisqu'il va baisser de 3 à 1 milliard d'euros par an dans les années qui viennent. Alors, ça, c'est grave. Le risque aussi, c'est que la France reste des années, comme certains le disent aujourd'hui, en Centrafrique. Ça ne va pas se régler comme ça. On était en train de basculer dans un scénario à la rwandaise avec des déchirures, des massacres intercommunautaires et interreligieux. Donc moi, je crois qu'il fallait intervenir. Simplement,
il est vrai des questions, il y a des questions que je me pose sur la durée. On nous dit que ça va durer quelques semaines, quelques mois. Vous pensez quoi? Vous pensez que ça va durer des années? Moi, je pense que ça peut durer beaucoup plus longtemps parce qu'on n'a pas de solution politique. Si on intervient en ayant en tête des personnes sur qui s'appuyer, des partis politiques sur qui s'appuyer... Changer de président déjà, peut-être c'est ce que Hollande aurait dû dire hier. Mais Hollande n'a pas à dire ça maintenant. Je veux dire, il donne le sentiment de réintervenir, de faire réintervenir la France comme un gendarme de l'Afrique. On est encore dans le syndrome du précaré. La France-Afrique, vous dites c'est ça. Et à l'heure où on avait un sommet France-Afrique, il faut dire les choses comme elles étaient la semaine dernière, il faut sortir de ce syndrome. La relation entre la France et l'Afrique doit rentrer dans le monde moderne. Il faut savoir qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a des relations extérieures qui se passent avec d'autres pays que la France, et notamment en termes d'investissement. Je pense à la Chine, mais pas seulement, l'Inde, la Malaisie, je pense au Brésil, à tant de pays comme ça. Il faut que la France, dans ses relations avec l'Afrique, entre dans une ère moderne. Il faudrait qu'il y ait des élections démocratiques aussi en Centrafrique. Il faudrait qu'elles soient avancées. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire que cette intervention est solidement encadrée quand vous savez qu'est-ce qui va en sortir. C'est-à-dire, quelle stabilité politique derrière, sur qui on s'appuie, avec qui on y va aussi. Parce qu'il faut savoir que, certes, l'ONU a donné son accord, son feu vert, mais la pérennité financière de l'opération, le financement pérenne de l'opération n'est pas assuré, puisqu'on sait que les États-Unis, effectivement, qui passent leur temps à faire la leçon à l'ONU sur ces dépenses, n'ont pas l'intention de donner, de financer. Donc, il y a là des interrogations sérieuses qui méritent des réponses claires. Alors, revenons un instant sur la politique en France. Jean-François Copé disait ce matin sur France Info, le grand sujet des prochains mois, le grand sujet politique, ça reste l'immigration. Vous, à l'UDI, vous êtes sur ce terrain-là aussi ? Non, on n'est pas sur ce... On considère, il n'y a pas de tabou, on veut bien parler de l'immigration. Et d'ailleurs, j'aurais voulu que lors du sommet, et je me demande pourquoi lors des sommets France-Afrique à Paris, on ne parle jamais de l'immigration. Enfin, je voudrais que dans ce genre d'instance, justement, l'immigration soit au sommet de l'agenda politique. Considéré comme un problème, en disant il faut une immigration choisie, non pas subie. C'est-à-dire que les hommes politiques français, habituellement, parlent de l'immigration dans le débat politicien français, national. Alors qu'on sait très bien que l'immigration met en jeu deux pays au moins. Et donc, que fait-on de l'autre partie, des autres pays, des pays d'origine? Il faut peut-être discuter avec eux plutôt que d'en faire... Sinon, ça devient un objet de politique politicienne, de polémique, pour se faire bien voir, parce que le FN est haut en France. Oui, ce que dit par exemple l'UMP, c'est qu'il faut remettre en cause les prestations sociales pour les immigrés clandestins, etc. Et alors quoi? Il faudrait laisser les gens crever s'ils sont malades, s'ils n'ont pas de soins, les enfants, les familles? Non, ce n'est pas la solution. La solution, c'est ce qui se passe à Lampedusa, je veux dire, cette tragédie. Vraiment, je suis reconnaissante au pape d'avoir parlé de honte, parce que c'était un événement qu'on a déjà oublié dans l'actualité, mais qui, moi, m'a marqué et a marqué des tas de gens. Il y a quand même eu des centaines de morts à Lampedusa. Et donc, je crois que sur ces questions-là, il est indispensable de le mettre dans l'agenda international et pas politicien dans les frontières internes de la France. Merci, voilà. Rama Yad, d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde.